Oui, je crois que Saint-Louis a commandé... Ça vous fait d'ailleurs un censeur de moins, en quelque sorte. Saint-Louis a commandé les travaux des bras nord et bras sud du transept de Notre-Dame, donc la fin de la grande construction à l'époque, à l'avènement du classicisme gothique en fait. Donc oui, il est important pour nous. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir probablement la connaissance que Philippe Villeneuve de Notre-Dame. J'ai intégré son équipe il y a maintenant 3 semaines à sa demande, ainsi que 2 autres architectes en chef. Donc nous sommes une équipe de 4 architectes en chef des monuments historiques qui, pour l'instant, gérons autant que possible l'urgence, ce qu'on appelle actuellement la phase d'urgence impérieuse pour ce monument. Le chantier est actuellement donc un chantier de mise en sécurité de la cathédrale Notre-Dame. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le voir en passant sur les berges de Seine. Le profil des parties hautes de la cathédrale évolue doucement, pas fondamentalement la silhouette générale, mais au moins l'habillage des parties qui sont conservées. Et on peut voir que petit à petit avancent ces mesures de sécurisation, de mise, de récupération de la stabilité, aujourd'hui encore précaire, de ce grand édifice. Alors, depuis que l'incendie a eu lieu, évidemment, et très rapidement ont été mises en place des mesures pour que les architectes ne soient pas seuls sur ce travail, mais d'abord immédiatement assistés par les entreprises qui travaillaient directement sur le chantier, un échafaudeur, celui qui avait fait l'échafaudage de la flèche, le charpentier qui travaillait sur la flèche, des équipes de cordistes et aussi une entreprise de maçonnerie pierre de taille. Donc, pour les nommer, il y a l'entreprise européenne d'échafaudage, l'entreprise Lebras pour la charpente, l'entreprise Pierre Noël pour la maçonnerie et la pierre de taille, et l'entreprise Jarnas pour les cordistes, les acrobates qui mettent en place les filets pour protéger. Il est évident que l'incendie de la charpente a, d'une certaine manière, fragilisé l'équilibre de l'édifice. Si la charpente compte pour relativement peu dans le poids global de la construction, ses charges, le fait qu'elle ferme les parties hautes du monument, contribue évidemment à sa stabilité. Aujourd'hui, cet élément a disparu. Il a brûlé, pas complètement, mais il s'est aussi effondré en partie, et ces effondrements de la flèche à d'autres parties de la charpente ont, d'une certaine manière, ébranlé toute la partie haute du bâtiment. Certaines parties des voûtes ont été percées. Je pense que tout le monde avait vu cette flèche qui tombait un peu comme un missile sur la nef, et en fait qui a percuté le seul arc-boutant, c'est-à-dire le seul arc transversal qui relie les façades nord et sud, et qui est un élément important et considérable même du point de vue de la stabilité, puisqu'il relie tout le système, depuis les fondations, via les arcs-boutants, jusqu'aux parties hautes de la cathédrale. Les autres percements dans les voûtes sont moins dangereux, mais néanmoins, les voûtes ont subi les conséquences d'un incendie qui a duré à certains endroits assez longtemps pour être la cause de leur effondrement partiel, et notamment dans la croisée du transept. En fait, la croisée n'a pas pu être vraiment atteinte par les pompiers, et c'est le seul endroit où le feu a duré jusque tard dans la nuit, et probablement avec des températures extrêmement élevées qui ont contribué à la ruine de la voûte et à son effondrement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase à la fois de mise en sécurité, et dans ce travail de mise en sécurité qui nous oblige à être en contact avec la globalité du monument. En fait, donc, moi je connais Notre-Dame depuis 3 semaines à peu près, et depuis 3 semaines, autrement je la connaissais comme la plupart de mes confrères, mais l'architecte en charge de Notre-Dame, c'est Philippe Villeneuve, et c'est lui qui est le capitaine de cette intervention actuellement, et que nous assistons, mais il a une connaissance beaucoup plus approfondie que celle que je peux avoir. Néanmoins, j'ai le curieux sentiment, après avoir travaillé
pourtant pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies sur certaines cathédrales, que je commence à mieux connaître Notre-Dame que ses cathédrales. Parce que la plupart du temps, un architecte en chef intervient sur des fragments d'un édifice, rarement sur sa globalité. Ce sont des édifices qui sont gigantesques. Il y a une rupture d'échelle importante par rapport aux petites églises de campagne dont parlait Olivier Drouhan. Et je crois que c'est quelque chose de très particulier. Et là, tout à coup, on se trouve dans l'obligation de prendre en charge la globalité de l'édifice, de rentrer au contact de la globalité de ses structures, de son architecture, de ses décors, de ses dégradations, de son altération progressive et des besoins des mesures qu'il faut mettre en place pour, d'une part, stabiliser la dégradation et, d'autre part, envisager progressivement la mise en place d'un projet de restauration et de reconstruction de la seule partie qui est disparue, qui est la toiture. La toiture comprenant la flèche, évidemment. Donc, pour faire cette intervention, nous sommes assistés... D'abord, nous avons monté une équipe de maîtrise d'œuvre. Philippe Villeneuve a souhaité associer... Un collègue qui ne sont pas familiarisés, quel est le statut des architectes en chef des monuments historiques? Eh bien, nous sommes des fonctionnaires du ministère de la Culture, mais avec un statut un petit peu particulier. Donc, nous sommes nommés à l'issue d'un concours et en général à l'issue d'une formation spécifique qui suit le diplôme d'architecte et qui est donné à Chaillot depuis la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'un cours qui a évolué, mais qui a été créé par un proche de Viollet-le-Duc, qui... c'est un trou de mémoire, donc Anatole de Baudot, et qui a créé le concours en 1993. J'ai eu l'honneur de passer le concours de 1893, de passer le concours du centenaire en 1993. Ça porte... Et donc après ce concours, à l'issue de ce concours, un certain nombre d'architectes sont nommés régulièrement dans le cadre d'un corps qui se renouvelle à la suite d'une part du départ des anciens au moment de leur retraite, et puis d'autre part en fonction des besoins exprimés par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, nous sommes entre 40 et un peu plus d'une quarantaine d'architectes en chef des monuments historiques. Et nous sommes des fonctionnaires sans traitement, c'est-à-dire que nous intervenons avec nos agences et nous sommes, c'est une chose relativement importante, rémunérés sur la base et des études et des travaux que nous faisons pour le ministère de la Culture actuellement, parce que nous sommes des architectes de l'État depuis 2009, des monuments historiques classés appartenant à l'État, mais pour tous les monuments autres classés ou inscrits, nous intervenons à titre libéral quand nous le souhaitons. Voilà. Donc nous sommes au service des monuments de l'État et l'État peut nous solliciter aussi dans le cadre d'édifices qui ne sont pas protégés au titre de l'astreinte, on pourrait dire, en cas d'absence d'architectes pour répondre, d'architectes compétents pour répondre. Voilà, pour cette question. Vas-y. Par rapport aux exemples qui étaient évoqués tout à l'heure par Madame Ullmann, on est ici sur une procédure de très grande urgence dans laquelle il faut délimiter au plus vite les personnes en charge et les actions de la plus grande urgence pour éviter que le désastre s'amplifie. Quelles sont les procédures particulières mises en œuvre dans une telle situation ? Je pense que Philippe Villeneuve, alors je ne connais pas le tout début du montage de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais je pense que ça s'est fait dans le cadre du ministère de la Culture avec la Direction générale des patrimoines. Et j'ai été appelé très peu de temps après l'incendie pour participer à la constitution de cette équipe de maîtrise d'œuvre. Nous nous sommes associés dans le cadre de... Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'urgence impérieuse, ça correspond à ce que vous évoquez d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est dans un fonctionnement spécifique qui, étant donné les besoins immédiats, se passe d'une certaine manière des procédures habituelles de consultation, de mise en concurrence qui pourraient avoir lieu pour la sollicitation d'un certain nombre de compétences. Simplement, donc, nous avons, dans ce cadre-là, associé extrêmement rapidement 2 ingénieurs
un jeune ingénieur, mais qui a quand même un peu plus d'une trentaine d'années actuellement, qui est un jeune polytechnicien, Mathias Fantin, qui vient de soutenir une thèse sur la stabilité des voûtes. Et peu de temps après, un ingénieur italien qui s'appelle Carlo Blasi, qui est une personnalité reconnue pour avoir travaillé sur des sujets assez complexes de ce type et avoir une expérience qui permette d'appuyer la jeunesse de Mathias Fantin d'une certaine manière, mais qui est néanmoins une personne assez compétente, très compétente. Donc il y a 2 ingénieurs auprès de nous, il y a la personne qui a fait une grande partie des relevés de la cathédrale, enfin l'entreprise qui s'appelle AGP, Art Graphique et Patrimoine, qui sont des géomètres et qui, d'une certaine manière, est intervenu très spécifiquement à la demande d'un des 4 architectes actuellement, qui travaille actuellement sur ce dossier, qui est Rémi Fromont, donc il est l'un des jeunes architectes issus du dernier concours, mais qui a fait tout le relevé de la cathédrale, de la charpente de la cathédrale en 2014 avec un de ses associés. Ils ont fait un relevé extrêmement précis, en tout cas de toutes les pièces de bois, de leur mode d'assemblage. Donc on a un relevé qui a été fait par un architecte et en parallèle un relevé qui a été fait par un géomètre avec un scan qui, si je ne me trompe, compte à peu près 40 points par centimètre carré. Donc on a une connaissance quasi parfaite de l'état par centimètre carré. Donc ça fait des milliards de points. Voilà, c'est petit, 1 centimètre carré. Et donc on a pu faire une présentation d'un petit film qui a été tiré de ce nuage de points donc il y a 15 jours à peu près au général Georges Lain, qui a été nommé par l'Élysée pour diriger, superviser l'action de ce futur projet de restauration de la cathédrale. Et donc c'était très étonnant parce qu'on a l'impression de voir pratiquement le fil du bois quand on se promène sur la passerelle de service de la charpente. Donc il y a une connaissance très grande récente qui s'ajoute au dessin de Viollet-le-Duc qui documente notamment la flèche. Et puis un certain nombre d'autres études qui ont pu être faites et qui seront sollicitées et comment dire, analysées dès que possible pour pouvoir compléter la connaissance que nous aurons de ces parties du bâtiment. Il est donc parmi ces 4 architectes, il y a encore une jeune architecte issue du concours qui est Charlotte Hubert, qui est l'actuelle présidente de la compagnie des architectes en chef des monuments historiques et qui a été chargée de la communication du projet vis-à-vis de l'ensemble des personnes intéressées, de la presse, des associations, etc. Elle a été chargée par le ministère de cette mission, mais elle fait partie de la maîtrise d'œuvre. Évidemment, à nos côtés, très rapidement, immédiatement, quasiment, sont intervenus le laboratoire de recherche des monuments historiques, dont l'action sera présentée par Aline Magnien, qui en est la directrice et qui est ici. Donc je ne vais pas m'étendre, mais il est évident que l'ensemble des pôles avec lesquels nous travaillons, qui sont des spécialistes des différents matériaux, de leur comportement et de leur évolution, seront extrêmement précieux et nous assistent en permanence, presque pas jour et nuit, mais samedi et dimanche, depuis le début depuis le résultat de l'incendie, et donc notamment pour ce qui est du tri de l'ensemble des vestiges, qui fait partie de la première mesure de recueil de documentation pour d'éléments qui permettront à documenter et à comprendre l'altération globale des structures de ce bâtiment. Donc ça concerne évidemment la pierre qui ont été altérées par l'incendie, qui ont été altérées par des chocs, qui ont été altérées par les eaux d'extinction de l'incendie, et qui comporte beaucoup d'informations, puisque c'est le conservatoire pour différentes époques auxquelles elles ont été mises en œuvre, mais une partie date des années 1170, l'autre des années 1220, celle de la croisée probablement du XVIIIe siècle, puisque la voûte a été reconstruite par l'architecte Beaufranc, qui est un architecte qui a beaucoup travaillé en Lorraine d'ailleurs, et puis de nouveau reconstruite par Viollet-le-Duc, puisqu'il a monté la flèche depuis le sol de la cathédrale pour la mettre en place au-dessus de la croisée. Donc il y a une histoire qui est riche
Il y a des tailleurs de pierre, il y a des outillages, il y a des méthodes. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit qu'on a évidemment, nous, besoin, de parer à l'urgence, c'est-à-dire de mettre en place tous ces dispositifs, et en même temps, en parallèle, ça nous permet de rentrer dans le diagnostic du monument, c'est-à-dire la compréhension des altérations de la structure qui sont liées aux conséquences de l'incendie. Et donc, évidemment, les différents niveaux de température auxquels les pierres ont été soumises, qu'elles appartiennent aux murs ou aux voûtes, et les pertes de capacité structurelle portantes ou de transmission de charge de ces éléments. Il y a aussi des dilatations liées à la chaleur, donc les éclatements, des dilatations liées à l'eau, des alourdissements liés à l'eau, parce que les pierres ont parfois jusqu'à 20 ou 25% de porosité dans les voûtins. Donc ça fait des augmentations de poids qui sont considérables. Voilà. Donc on met en place tout ça, on le met à l'aide du laboratoire de recherche des monuments historiques, les spécialistes de la pierre, les spécialistes de la conservation des pierres et des mortiers, qui nous aideront aussi à travailler sur la conservation des épidermes après, parce que c'est pas seulement la structure, la pierre, mais c'est aussi l'épiderme qui se transforme et qui se dégrade et qu'il va falloir traiter. Les recherches de pierres de substitution, parce qu'il va falloir en chercher, et ça c'est un problème très important, donc il va falloir probablement qu'on fasse travailler le BRGM, qui... Elle vient essentiellement du bassin parisien. Ce sont des pierres de différents calcaires du bassin parisien, de dureté, de poids, différents suivant leur mise en œuvre. Donc, les pierres des voûtins sont assez légères et poreuses. Les pierres des arcs sont plus dures et plus solides. Et puis, il y a un cortège de types de pierres assez différents qui est intervenu au XIXe siècle, puisque le XIXe siècle est un siècle scientifique, et qui a complexifié de manière assez importante le fonctionnement des élévations de la cathédrale. Donc on va être amené aussi évidemment à travailler là-dessus. Il y a les métaux, il y a des métaux qui ont été employés depuis le début à l'intérieur même des maçonneries. Pascal Mignoret pourrait en parler puisqu'il a travaillé sur ce sujet. Et donc il y a des métaux qui ont été constatés lors de la restauration du Viollet-le-Duc, et puis il y a un grand cerclage au niveau de la corniche, que l'on voit très bien actuellement, qui fait comme un trait noir sur la partie haute des murs de Notre-Dame. Il y a pardon, sur ces pierres que vous évoquez avec des particularités différentes, des caractéristiques différentes, c'est un savoir qui s'est bien transmis, conservé, ou est-ce qu'il va y avoir un travail de recherche de quelle pierre exactement conviendra pour tel ou tel endroit ? C'est un savoir qui s'est tout à fait transmis, effectivement, jusqu'à maintenant. Et même si, je dirais, depuis un certain nombre d'années, au fur et à mesure des connaissances que permettent d'acquérir les spécialistes du laboratoire de recherche des monuments historiques, on travaille plus sur la conservation des pierres en œuvre, plus systématiquement, parce qu'on n'a plus de moyens pour le faire qu'avant, alors qu'avant, on travaillait plus par le biais de substitution de matériaux. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, il va falloir retrouver des pierres pour les voûtes et pour les hauts du bâtiment, ça c'est certain, en quantité relativement importante. On n'a pas encore fait le diagnostic des capacités portantes des murs et des voûtes, mais on sait qu'à un certain nombre d'endroits, l'atteinte à la matière est de l'ordre de 12 cm. Le déplaquage des pierres se fait sur environ 12 cm. Donc on a besoin de connaître, de mieux comprendre pourquoi, si ces phénomènes sont réguliers, etc. Ce sont des choses assez compliquées. Donc les altérations, elles sont liées aussi à la nature des pierres, elles sont liées à la température de l'incendie, à sa durée, etc. On travaille aussi avec des spécialistes des bois, et pour la datation, parce qu'il s'avère que malgré la calcination des bois, on a aujourd'hui des techniques assez élaborées pour permettre la datation de bois. Et donc ça devrait permettre de compléter les connaissances qu'on a sur la charpente. On travaille avec des spécialistes des métaux, parce qu'il y a les fers, il y a le plomb, la charpente de la flèche de Viollet-le-Duc était boulonnée. Donc il y a des techniques différentes. Et en fait, on s'aperçoit qu'en même temps et en parallèle avec la nécessité
de restaurer le bâtiment dans sa forme et dans sa capacité pérenne à traverser le temps, il va y avoir un formidable champ d'acquisition de connaissances et qui sera peut-être le rare aspect positif de ce désastre, mais dont il faut pouvoir saisir l'opportunité, évidemment. Donc, tous ces points sont parfaitement, je dirais, et progressivement, pas parfaitement, ciblés et définis, identifiés par le laboratoire de Champs-sur-Marne, dans une action qui est menée avec la maîtrise d'œuvre des travaux, et puis par d'autres organismes ou on pourrait dire départements du ministère de la Culture, notamment les archéologues, service régional de l'archéologie, qui assistent au classement. Et évidemment, tout ça se fait en parallèle avec le laboratoire central de la préfecture de police qui fait ses investigations et qui est loin de les avoir terminées pour essayer de comprendre la cause du sinistre et son évolution. Donc ils sont d'une certaine manière une sorte de préséance sur la maîtrise d'œuvre et les services du ministère de la Culture. Mais en fait, on travaille dans la meilleure collaboration possible avec eux. Et en fait, ils sont aussi des spécialistes de la dégradation des matériaux. Donc c'est assez complémentaire d'une certaine manière. Donc toutes ces acquisitions, évidemment, se font. Et puis, il y a l'enjeu de la transmission des savoir-faire dont on sera sans doute amené à parler et qui concerne les entreprises qui sont les entreprises de monuments historiques avec lesquelles et les architectes et le ministère travaillent depuis des générations, qui éduquent les compagnons en leur sein et pour lesquels les chantiers sont les lieux de l'utilisation de ce savoir-faire et de la transmission de ce savoir-faire. Donc Notre-Dame sera évidemment une formidable opportunité d'éduquer des compagnons et de transmettre ce savoir-faire dans les différents corps de métier qui seront sollicités pour la restauration du monument. Aujourd'hui, donc, ce dont j'ai parlé, la recherche de pierres de substitution, ça va être un problème à résoudre très rapidement. Donc il va falloir probablement rouvrir des carrières. C'est un travail qu'on va faire avec l'assistance du LRMH et du BRGM. Il faudra retrouver des sources d'approvisionnement, probablement de pierres du bassin parisien ou de pierres physico-chimiquement équivalentes. Mais bon, le plus près étant le mieux, dans le cadre d'une certaine logique aussi durable. Le deuxième point très important, c'est de terminer toutes les opérations qui relèvent de l'urgence impérieuse, c'est-à-dire de la stabilisation de l'édifice. Toute une partie de ces travaux ont déjà été faits, et pour les nommer rapidement, il y a la consolidation des pignons, parce que l'arrêt des toitures se fait sur des pignons à Notre-Dame, des pignons qui sont percés par des roses. Donc celui qui est entre les deux tours, à l'ouest, et les deux pignons qui ferment les bras du transept nord et sud, qui étaient extrêmement fragilisés par l'incendie, qui sont des voiles assez fins et percés, et qui aujourd'hui sont tenus par des étaiements. Ensuite, il y a la consolidation et la dépose des chimères de la tour sud qui ont été fragilisées par l'incendie. Et tout l'angle nord-est de la tour a beaucoup souffert de l'incendie. Donc aujourd'hui, c'est fait. Cette partie est échafaudée. Les chimères ont été déposées très récemment. Ce sont comme des statues de dimension importante. Il y a le bâchage des voûtes hautes qui a été fait dans les premiers jours avec des petites poutrelles métalliques et des bâches provisoires de manière à mettre hors d'eau l'édifice, sauf la partie de la croisée qui est gênée par l'énorme échafaudage de la flèche qui est encore en place et qui a eu je ne dirais pas le bon goût de tenir, ça serait le mauvais goût de le dire, qui a été suffisamment bien conçu pour être encore en place aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une grande chance. Il y a la protection d'un certain nombre d'objets mobiliers. Donc là encore, le ministère est présent et pour classer, mettre à l'abri donc la Vierge qui était au pied du pilier sud-est de la croisée et a été miraculeusement épargnée. Elle n'avait même pas de poussière qui la recouvrait. Elle a été transportée
dans l'une des chapelles du chœur. Il y a la protection du vœu de Louis XIII aussi, donc, qui était l'œuvre de grands sculpteurs du XVIIe siècle, donc qui est faite. Et puis, plus récemment, on a déposé l'ensemble des vitraux hauts du vaisseau. Donc c'est quand même des grandes baies, pour l'essentiel 19e et 20e, mais néanmoins, pour avoir accès à la base des baies et pouvoir installer un plancher de travail sous la voûte. Donc ça, c'est aussi un sujet assez délicat, parce que les murs sont extrêmement fins. Donc il y a des problèmes à la fois d'équilibre et de report de charge qui sont assez difficiles à mettre en place, donc qui nécessitent des calculs dans un système d'approche aller-retour entre entreprises et ingénieurs et architectes. Ces baies hautes sont ouvertes, il faut les étrésillonner, c'est les stabiliser. On a vu que beaucoup des meneaux, il y a de grands meneaux à Notre-Dame qui divisent les baies, qui sont des pierres en délit, c'est-à-dire que ce sont des pierres qui font plusieurs mètres de long et qui sont donc à l'origine des pierres débitées dans des couches qui n'ont évidemment pas la hauteur nécessaire. Donc ce sont des pierres qui sont à l'origine horizontales et qu'on pose verticalement. Un certain nombre d'entre elles sont assez dégradées. Et puis, actuellement, le grand travail en cours, c'est l'étaiement des arcs-boutants. Donc les arcs-boutants sont aussi, vous voyez, des éléments extrêmement élégants, fins. C'est une sorte de prouesse technologique de cette époque médiévale. Ils font à peu près 15 mètres de portée, ils font 50 cm de large en moyenne, à peu près, et dans leur partie la plus fine, à peu près la même dimension. Donc il y a un délancement absolument considérable, et le moindre déséquilibre du voûtement peut entraîner leur chute. Donc aujourd'hui, ça a été une chose assez difficile. En fait, ça ne paraît pas, mais la conception de ces étaiements est une chose difficile, parce qu'il faut qu'ils puissent soutenir l'arc-boutant si l'arc-boutant est en rupture, qu'ils reprennent les poussées des voûtes, et en même temps qu'ils pèsent le moins possible, et faire les reports de charge aux points adéquats entre les murs de la nef et les deux bas-côtés. Donc tout ça, c'est une approche assez compliquée, c'est en train de se mettre en place. Le fretage des murs qui sont à la base de la charpente et qui ont beaucoup souffert de l'incendie. Et puis, il y a tout le travail d'enlèvement des gravois, etc. Enfin bon, tous ces points assez difficiles, on devrait quand même bientôt finir par en sortir. C'est quand même une question de semaines, voire encore de mois, pour terminer cette complète mise en sécurité, étant donné la difficulté surtout de ces reports de charge. Parce que l'église est finalement un édifice assez fin, très léger, voire presque gracile par certains côtés. Enfin, c'est une beauté, c'est la grâce de Notre-Dame d'une certaine manière, qui exige une attention toute particulière. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra enfin rentrer dans la phase pleine du diagnostic, c'est-à-dire qu'on aura enfin la possibilité de monter sur les voûtes qui seront elles-mêmes étayées, de déposer tous ces éléments de charpente qu'on aura préalablement examinés pour comprendre pourquoi, à quel endroit ils sont tombés, quelles sont les conséquences du fait qu'ils ont brûlé à tel ou tel endroit, etc. On pourra analyser les enduits, l'enduit qui est à l'extrado des voûtes et qui a pu d'une certaine manière partiellement les protéger contre l'incendie, pas forcément contre les ruptures des joints, parce que le choc des charpentes a ébranlé les voûtes. Et en fait, tout ça est collé par des mortiers à l'origine, des mortiers qui parfois peuvent être très adhérents, mais qui peuvent aussi rompre, dont l'adhérence peut se rompre par la chute, les chocs brutals de ces charpentes, puis par les dilatations et de l'eau et du feu. Donc aujourd'hui, tout l'intrado des voûtes est nappé par une sorte de couche brune qu'il va falloir analyser, et qui se superposent parfois à des décors anciens. Il y a des décors de faux appareils peints, notamment dans le bras sud du transept. Voilà. Donc pour tout cela, on a évidemment besoin de l'apport scientifique qui assiste l'élaboration de ce corpus de connaissances et qui contribue et qui est aussi un élément de discussion, enfin un interlocuteur indispensable pour comprendre, échanger et puis après aider à bâtir les solutions de réparation.
Voilà, je suis désolé, c'était un petit peu long. Je suis à votre disposition pour... Personne ne vous le reprochera. Je vais peut-être donner la parole à Antoine Herth pour une petite question. Et je proposerai, avec votre autorisation, mon père, qu'on laisse parler Madame Régert, Madame Magnin et évidemment Philippe Dillmann avant que vous ne terminiez. Parce qu'on est sur la technique, donc profitons-en. Antoine. Oui, merci Président. Je suis vraiment époustouflé par l'ampleur du travail et du chantier que vous avez pris à bras-le-corps, l'ensemble de l'équipe des architectes en chef. Comment, en revanche, votre travail qui s'inscrit dans l'urgence impérieuse, comme vous l'avez souligné, cohabite avec, j'imagine, une enquête qui reste en cours pour déterminer les origines du sinistre. Voilà, je veux dire, on a tous dans nos télévisions des films sur des enquêtes policières, etc., etc. Il faut éviter d'intervenir sur une scène de crime, entre guillemets, de détruire des preuves. Comment cela peut-il cohabiter on soigne quand même les blessés quand il y en a. Oui, généralement, Président. Mais enfin, comment cela s'articule-t-il au quotidien dans votre travail, qui, on comprend bien, doit primer pour sauver le bâtiment et le consolider pour le transmettre aux générations futures, mais il y a aussi un travail d'enquête. Oui, il faut savoir qu'il y a à peu près entre 70 et 80 compagnons qui sont en permanence sur le site depuis l'incendie. Actuellement, on doit être peut-être 60. Et ces personnes ont travaillé non-stop. Enfin, et je dois dire dans une ferveur extraordinaire. Ils étaient en mission. Donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument rappeler, j'avais oublié de le dire. Et donc il y a un engagement permanent de ces personnes, une information permanente sur ce qui se passe. Et à côté de ça, évidemment, il y a ce laboratoire central de la préfecture de police qui est présent avec ses spécialistes et qui est présent d'ailleurs de manière tout à fait assez discrète et qui filtre le premier, les éléments qui sortent de ces décombres. En fait, il n'y a pas pour l'instant d'interaction gênante. Le seul problème, c'est qu'il faut d'une certaine manière qu'on inventorie tous ces éléments. Donc ils font leur inventaire qui répond à leurs besoins, à leur discipline, et nous faisons le nôtre dans la foulée. Mais d'une certaine manière, le travail de tri que nous faisons avec le LRMH, qui est vraiment le laboratoire de recherche des monuments historiques, qui est un pré-tri d'une certaine manière, est quelque chose de finalement presque plus long que le travail que fait la police. Parce qu'il y a plusieurs disciplines, etc. En fait, pour l'instant, c'est vraiment un pré-tri. On met les éléments sur des palettes. Comme ce qui est sous la nef est considéré comme insécure, on envoie des robots chercher les éléments. Les gens du laboratoire photographient depuis le haut chaque palette, chaque élément qui est retiré, et les archéologues aussi, pour leurs propres besoins. Donc on a un suivi progressif de tout ça. La police a ses propres moyens d'investigation que nous ne connaissons d'ailleurs pas. C'est leur propre. Ils travaillent de manière relativement confidentielle. Et puis, mais on est quand même en interaction avec eux sur des questions d'altération des bois, notamment de charpente, parce que finalement, il y a des intérêts communs d'acquisition de connaissances. Mais bon, enfin, il n'y a pas de problème. Il y a aussi un problème qui s'est invité quand même, et qui n'est pas le moindre, qui est celui du plomb. Parce que la charpente de Notre-Dame, la couverture était une couverture en plomb. Cette couverture était posée sur du chêne. Il y a eu des altérations anciennes, donc de la création d'oxyde de plomb qui s'appelle la céruse, qui est un vrai sujet sur pas mal de chantiers de restauration et de réhabilitation et de chantiers anciens. C'est un enjeu de santé pour les travailleurs qui s'est affirmé assez récemment de façon de plus en plus aiguë. Et donc, il y a aujourd'hui la mise en place de procédures de sécurisation des travailleurs qui, d'une certaine manière, ne facilite pas toujours l'avancement des choses, mais qui est nécessaire étant donné les risques de contamination et de prolifération du plomb. Il faut savoir que j'ai appris hier que, en fait,
ce qu'on appelle un aérosol, et qui n'est pas forcément un pchit, mais qui est en fait une particule de petite taille de métal. Ça s'appelle un aérosol, et dans cette condition-là, hautement inflammable, et peut, d'une certaine manière, contribuer à des phénomènes d'explosion. Donc, il n'est pas impossible que la dégradation du plomb dans l'incendie, et d'une certaine manière, par le biais de ces oxydes de plomb, ait contribué aussi au développement de l'incendie. Donc ça, c'est le phénomène du vieillissement des monuments dans leur structure, qui peut avoir un impact dans le cas d'accidents comme ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on peut dire. Il va y avoir toute une deuxième phase de travail quand on va enlever les éléments qui sont sur les voûtes, et qui va se prolonger certainement avec le laboratoire central de la préfecture de police. Un tout petit commentaire par rapport à ce qui était décrit tout à l'heure par Madame Ullmann, le travail sur le Vézelay. On est sur un chantier qui est considérablement plus complexe, avec les problèmes mécaniques, les problèmes chimiques, les problèmes de tout ce que vous voulez, et dans lequel vous avez bien distingué, il y a cette phase d'abord d'urgence, ensuite une phase diagnostique proprement dit. De notre côté, on est sur un dossier sur lequel il y a considérablement plus de personnes déployées. Là, pour revenir à la remarque que faisait le président Longuet il y a quelques instants, ici c'était 10 années de diagnostic, mais ici il y a il va y avoir une intensité de moyens déployés qui sera considérable. En fait, Notre-Dame, c'est un grand chantier, c'est un vaste chantier, mais je pense que les problématiques vont être seriées assez rapidement. Donc, il y a des problèmes de pierre, de résistance de la pierre, ce sont des problèmes qu'on connaît et qu'on a l'habitude de traiter. Il y a un certain nombre de problèmes d'entretien qui vont devoir être pris en compte, notamment comme les vitraux. La plupart des vitraux ne sont pas dégradés. Les seuls vitraux qui ont disparu sont ceux qui étaient au contact de la toiture, donc ceux des pignons, mais les autres ne sont pas dégradés. Ils ont simplement souffert du vieillissement récent, de la pollution, etc. Et donc ces vitraux-là ont été déposés. Il faudra les dépolluer parce qu'il y a du plomb. Il y a du plomb parce que ce sont des vitraux, mais il y a du plomb parce qu'il y a eu cette pollution. Il faudra évidemment les restaurer. La charpente, ça va être un problème de reconstruction, effectivement, avec toute la part de définition du projet. Mais déjà, les premières discussions qui ont lieu avec les ingénieurs montrent que l'usage du bois est probablement la bonne solution pour la souplesse, pour la relative légèreté du matériau finalement. Et on sait aussi par un certain nombre de contributions récentes que trouver les bois pour reconstruire la charpente, ça n'est pas un problème, et ça ne sera pas un problème écologique non plus par rapport au gisement de ressources que constituent les forêts françaises. Donc, évidemment, il va y avoir un projet. Aujourd'hui, on connaît absolument la charpente existante. Il y aura forcément un débat et on ne pourra pas éviter ce débat sur le projet, vers quoi aller. Mais a priori, tout permet de considérer qu'on peut reconstruire la charpente telle qu'elle était, où elle était, comme le disait Jean-François Lagneau, pour reprendre la formule italienne qui avait été utilisée pour le campanile de Saint-Marc de Venise après son effondrement. Donc aujourd'hui, ça va être la question, l'une des questions techniques. Mais le problème face auquel on est, c'est un problème multiplié par 20, 50 ou 100 que l'on retrouve dans beaucoup d'autres édifices sur lesquels nous travaillons. Et c'est essentiellement la dimension de l'édifice qui, d'une certaine manière, va être la grande difficulté. Il faudra après faire valider les choix de restauration. C'est évidemment les propositions de restauration. Ce choix sera évidemment un choix collégial, et d'autant plus qu'on est à Notre-Dame, donc ça dépasse évidemment le cercle qui est souvent un peu plus réduit des édifices qui
pourtant exceptionnels sur lesquels nous sommes amenés à travailler normalement. Mais enfin voilà. Donc je pense que ce n'est pas en soi quelque chose d'épouvantablement complexe. Par contre, il y a évidemment un lieu d'acquisition de connaissances formidable qui est lié à cet état de l'édifice actuellement. Et cette acquisition de connaissances, elle doit se faire maintenant dans la méthodologie d'inventaire, de classification des éléments qui sont issus de ce désastre. Voilà. Merci, merci Pascal Brunet. Alors donc, je propose que nous restions sur le terrain des matériaux et de l'aspect connaissance scientifique. Monsieur Philippe Dielman, peut-être pour ouvrir.